Odile, le podcast, une production de la plateforme francophone de lutte contre la désinformation, une collaboration entre l'Organisation internationale de la francophonie et de Check First, avec Guillaume Custer et Sophie Bonnevielle-Chénaud. Odile, le podcast est une série d'entretiens avec celles et ceux qui luttent contre la désinformation dans l'espace francophone. Bonjour à tous et bonjour à tous, bienvenue sur Odile, le podcast. Nous parlerons dans cet épisode d'intelligence artificielle, générative ou non, et de son usage dans les campagnes électorales et bien sûr, des risques sur l'intégrité de l'information que cela comporte. Avec moi pour animer ce podcast, Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et avec nous aujourd'hui, nous entendrons Marc Fadoul, qui est directeur de l'ONG AI Forensics, une association réputée pour son expertise dans l'analyse des effets de l'intelligence artificielle, ou encore des recommandations algorithmiques et du rôle des plateformes dans la société. Le risque qui m'inquiète le plus, c'est qu'avec l'IA générative, on pourrait imaginer un agent ou un petit bot qui va aller lire le profil public sur X, LinkedIn et Facebook de quelqu'un, lui demander « Ok, maintenant, essaye de comprendre tous les centres d'intérêt de cette personne et va aller lui faire un message politique personnalisé pour essayer de le convaincre d'aller voter pour telle personne ou de ne pas aller voter. » Et avant d'en entendre plus, voici les nouvelles du secteur de la lutte contre la désinformation. Une photo peut tout et rien dire. On en parlera beaucoup dans ce podcast. Et enseigner la vérification des sources d'information est plus que jamais nécessaire pour les professeurs d'histoire. Sur les réseaux sociaux, de fausses images générées par l'IA et des photos détournées de leur contexte posent de nouveaux défis. Nous vous conseillons donc la lecture, si vous êtes professeur d'histoire ou que vous vous intéressez à cette question, de l'article de The Conversation France intitulé « Photos, IA et désinformation historique, l'enseignement de l'histoire face à de nouveaux défis ». On poursuit par une autre suggestion de lecture. Il s'agit de l'article de Ruth Kutemba qu'elle a récemment signé pour IGNet en français. Il explore le paysage du fact-checking au Sahel. D'ailleurs, plusieurs organisations de la communauté Odile y sont mentionnées, notamment Face au Tchèque, Benberry et Africa Check. Cet article met en lumière l'ingéniosité, la résilience des vérificateurs de faits dans la région. Un article à lire sur IGNet en français. Et on reparle de nos amis d'Africa Check, car Valdez Onanina, son responsable éditorial francophone, est l'invité du dernier podcast de D'abord les faits, le podcast de Balobaki Check, un autre des membres de notre répertoire Odile. Dans cet épisode, Valdez aborde l'importance cruciale de la collaboration dans la lutte contre la désinformation. Restez bien connectés sur nos différentes plateformes, car nous aurons bientôt le plaisir de recevoir Valdez Onanina pour une formation bientôt sur Odile. Et on conclut avec ce prix décerné à Samira Sabbou, la journaliste d'investigation nigérienne, a reçu le 21 novembre dernier à New York le prestigieux prix du Committee to Protect Journalists pour la liberté d'expression. Samira Sabbou est également membre fondatrice de la PAF, la plateforme des fact-checkers francophones, qui fait partie de notre réseau Odile. Bonjour Marc Fadoul. Bonjour. Alors vous êtes le directeur d'AI Forensics, une ONG qu'on ne présente plus, qui est vraiment spécialisée dans la description du rôle de l'IA dans la société au sens large, mais aussi à travers ça le rôle des plateformes dans la société, des recommandations algorithmiques. Et puis vous décrivez souvent des problèmes sous-jacents, voire à venir. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux campagnes électorales et au fait que depuis l'avènement de l'IA générative, la capacité de créer des visuels très facilement et rapidement, on a vu toute une part de la société s'emparer de ces questions-là et aussi évidemment le politique. 2024 a été une année très riche en élections puisque quasiment la moitié de la planète a été appelée aux urnes. Est-ce que vous, chez AI Forensics, vous avez noté déjà des sujets d'inquiétude ou des expressions d'utilisation de l'IA dans les campagnes électorales? Oui, alors moi je pense que toujours quand on parle d'IA et d'élections, je trouve ça intéressant de séparer les différents types d'IA dont il s'agit. Donc, on a déjà tout d'abord les systèmes de recommandation des plateformes qui sont elles-mêmes aussi une forme d'intelligence artificielle et qui sont sans doute, moi je pense, celles qui ont le plus d'impact en fait aujourd'hui sur les campagnes électorales, bien plus que les chatbots et compagnie. En effet, ça c'est des sujets qui ont déjà été bien décrits depuis des années. Le fait que les systèmes de recommandation des réseaux sociaux a tendance à amplifier certains types de contenus, en particulier les contenus qui ont tendance à être plus polarisants, ou parfois aussi de la désinformation, parce que c'est de l'information qui va être plus nouvelle, donc attirer plus l'attention de l'utilisateur et donc potentiellement générer plus d'engagement
et par conséquent, être plus recommandé. Donc, c'est vraiment toujours le design des algorithmes qui va être fait pour maximiser l'engagement des utilisateurs qui a tendance à amplifier certains types de contenus. Donc ça, c'est un premier risque qui n'est pas nouveau, mais qui reste présent et sans doute le risque le plus important lorsqu'on parle d'intelligence artificielle et d'élections encore en 2024. Après, en plus de ça, on a des nouveaux risques qui sont émergents, qui vont être plus liés à la production de contenu, plutôt alors que les algorithmes de recommandation, c'est plus la distribution du contenu. Et donc, au niveau de la production de contenu, on a en effet les intelligences artificielles génératives qui vont permettre de créer des nouveaux types de désinformation qui vont être plus réalistes que ce qui était possible avant. Donc ça, c'est le cas avec les deepfakes, où on a aujourd'hui des images qui vont être très difficiles à distinguer d'une véritable photographie. On a aussi dans un certain, c'est pas que des images, ça peut être aussi des contenus sonores, donc qui sont parfois encore plus trompeurs, où on peut imiter les voix des politiciens pour leur faire dire des choses qu'ils n'ont pas dit. Donc on a ça, donc au niveau des faux médias, on a un nouveau type de risque qui apparaît également et qui est ici, c'est un problème, en fait, une différence, parce que c'est quelque chose qu'on avait déjà depuis quelques années, mais la nouveauté ici, c'est le coût et la facilité avec laquelle il est possible pour des acteurs qui ont envie de manipuler, enfin, qui cherchent à manipuler une élection, de produire ce type de contenu. Et, enfin, je dirais peut-être un dernier aspect, c'est un troisième risque encore un peu différent, ça va être celui en fait de la mésinformation des IA. Donc là, il n'y a pas une intention nécessairement de l'intelligence artificielle de produire, d'introduire l'utilisateur en erreur, mais c'est le cas notamment avec les chatbots qui parfois font les fameuses hallucinations lorsqu'on leur pose des questions à propos d'une élection. Et on voit que c'est une pratique. Alors, on n'a pas véritablement de bonnes statistiques pour savoir l'usage, l'ampleur de l'usage, mais on sait qu'on a quand même aujourd'hui de plus en plus des électeurs qui ne sont pas nécessairement bien informés sur les candidats et qui vont aller s'adresser à des chatbots du style ChatGPT, Gemini et compagnie pour s'informer sur une élection, sur des candidats. Et on a vu, nous, ça c'est une étude qu'on avait faite avec AI Forensics au début de l'année 2024 et même en fait en fin 2023, on avait vu qu'en fait on pouvait avoir jusqu'à 30% d'erreurs factuelles lorsqu'on posait des questions à le chatbot, en l'occurrence c'était celui de Microsoft, sur des questions assez factuelles sur des élections. Dans ce cas, c'était en Allemagne et en Suisse, mais voilà, ça reste aujourd'hui un problème d'actualité. Justement, dans les récentes actualités, récentes, campagnes électorales, est-ce que vous avez des exemples, que vous avez, dont vous êtes aperçus, en matière de contenu généré par, l'intelligence artificielle? Oui, alors pendant les élections européennes et après les élections législatives qui ont eu lieu en France juste après les élections européennes, on a regardé en fait, on a fait une analyse systématique en fait des contenus qui avaient été postés par tous les partis politiques en France et les représentants des partis pour voir en fait quelle était l'ampleur de l'usage de contenu généré par l'intelligence artificielle dans la campagne. Et on a trouvé en fait une soixantaine d'instances dans le cadre de la campagne législative française dont quasiment l'intégralité, en fait toutes sauf une, ce qu'on a remarqué, c'est qu'ils venaient toutes sauf une des partis d'extrême droite en fait, qui ont un usage peut-être moins scrupuleux de ce genre de technologie qui reste quand même aujourd'hui relativement, je pense, enfin pas tabou, mais en tout cas qui ne sont pas enfin, on a quand même conscience aujourd'hui dans une partie de la classe politique qu'on a envie de maintenir une certaine fidélité avec la réalité lorsqu'on parle de discours politique, alors qu'on peut peut-être plus s'en éloigner dans d'autres parties. Donc une propension plutôt des partis extrêmes à avoir recours à
tous les moyens, y compris l'IA générative. Je pose la question de la détection parce que vous dites avoir relevé une soixantaine de contenus. Comment est-ce qu'on distingue des contenus générés par l'IA? Est-ce qu'il faut que ce soit manifeste? Est-ce qu'il faut exercer l'œil? Est-ce qu'il y a des moyens techniques pour le faire? Comment est-ce qu'on peut se protéger de ça en tant qu'utilisateur, en fait? Oui, alors quand on essaie de regarder à l'œil, quoi, enfin, comme un utilisateur normal qui est censé, enfin, qui rencontre un contenu sur Internet, on a aujourd'hui encore bon, des petits détails qui peuvent souvent nous faire tiquer quand on regarde les ombres, quand on regarde les détails, parfois des doigts, des cheveux. Il peut y avoir des choses qui sont pas très cohérentes. Après, bon, c'est pas sans doute, on peut s'attendre que enfin, c'est déjà de plus en plus dur et dans quelques années, ce sera sans doute plus possible. Aujourd'hui, ça reste encore possible assez facilement avec des outils de détection de repérer une image, en fait, de détecter qu'une image a été générée par une IA parce qu'il y a certaines incohérences dans les contrastes, la lumière et tout ça. Donc, avec quelques analyses, c'est assez facile de le savoir. Et ça, pour le coup, ça sera sans doute encore le cas pour un certain temps. Après, la question, c'est que il devrait y avoir, l'effort ne devrait pas être porté sur l'utilisateur, mais ça devrait être la responsabilité des plateformes. Et d'ailleurs, c'est des engagements qu'ils ont pris de signifier quand un contenu est généré par une intelligence artificielle. Celui-là devrait avoir en fait un label pour alerter l'utilisateur. Et malheureusement, ce qu'on a remarqué notamment dans cette étude, c'est qu'on a faite dans le cadre des législatives françaises, c'est que c'est en fait pas le cas. En fait, sur l'intégralité des images qu'on a détectées, aucune n'avait le label généré par une IA, alors que c'est en effet des engagements que les plateformes ont prises et qu'aujourd'hui, elles délèguent cette responsabilité aux créateurs de contenu en leur demandant eux-mêmes d'ajouter le label généré par une IA lorsqu'ils le font. Alors qu'on se doute bien qu'en général, les gens, enfin, dans une grande partie des cas, les gens qui postent une image générée par intelligence artificielle n'ont pas envie de la faire accompagner d'un label, parce qu'il y a potentiellement une intention aussi de faire passer ça pour une image réelle. Aujourd'hui, vous appelez les plateformes à dire prenez ce problème-là en charge vous-même. C'est à vous de protéger vos utilisateurs en indiquant s'il y a une manipulation d'un contenu, en tout cas un recours à l'IA générative. Vous l'avez dit aussi, il y a la question de l'amélioration potentielle des IA génératives. On a vu déjà des progrès fulgurants en quelques années à peine entre des choses qui effectivement étaient à l'œil nu immédiatement détectables, où on voyait que c'était des personnes à 6 doigts, des aberrations qui sont assez importantes. Et de plus en plus, on voit que ces IA sont meilleures, qu'elles affinent leur capacité de création d'images, qu'elles deviennent plus réalistes et que donc ça deviendra plus difficile de détecter. Donc il y a une tension aujourd'hui entre demander aux plateformes de faire une tâche qui est très difficile, voire impossible, et leur réelle capacité à le faire. Comment est-ce que vous voyez ce problème ? Alors, je pense qu'il faut justement, les plateformes, on peut avoir des outils technologiques qui vont être plus performants que juste de leur demander de compter les doigts des gens sur les photos, qui certes, ça, on va arriver assez vite à des limites, mais ils pourraient eux-mêmes appliquer en fait des algorithmes au moment où l'image est uploadée sur la plateforme. Ils pourraient mettre en place systématiquement des algorithmes de détection pour pouvoir potentiellement flaguer quand il y a un risque que l'image a été générée par une IA. Alors après, c'est du travail en plus, c'est une responsabilité qu'ils prennent aussi de dire qu'ils ont détecté quelque chose et donc du coup qu'il faut mettre un label. Donc tout ça, c'est pour ça qu'ils n'ont pas en fait nécessairement l'intention de le faire pas juste par bonne volonté. Il faudra c'est peut-être là qu'il y aura besoin d'un rôle de la régulation pour leur imposer à le faire, parce que c'est pas nécessairement dans leur intérêt pécunier direct. Après, l'autre aspect, c'est la question de ce qu'on appelle le watermarking, qui est là en fait le fait de pouvoir directement mettre en fait comme un sérigraphe quoi sur l'image, ou enfin, une marque qui permette qui est invisible à l'œil nu, mais qui pour un ordinateur permet directement d'identifier qu'un contenu a été généré par une IA. Et ça, c'est un processus qui doit être fait au moment de la génération. Donc il faut que ce soit en fait, les entreprises qui développent les modèles d'IA et qui les mettent en ligne, surtout du style les OpenAI et Google et compagnie,
qui devraient directement marquer toutes les images qui sont générées par leurs outils grand public de cette marque de watermarking qui permettrait très facilement en fait aux plateformes ensuite de rajouter le label lorsqu'elles détectent cette marque. Il faut quand même souligner, alors quand on parle du watermarking, que c'est une solution qui fait sens dans la mesure où ça permettrait à un grand nombre d'images, les images qui vont être générées par les acteurs, on va dire, les plus, les plus enfin, lambda, monsieur tout le monde qui va générer une image et qui va ensuite la poster sur Internet aurait ce watermarking, mais un acteur sophistiqué pourrait toujours, bien évidemment, utiliser un modèle qui ne mettrait pas de watermarking, donc ça n'est pas non plus une solution magique. Mmh. La question de fond, je trouve, qui se pose, c'est est-ce que ces contenus, générés par l'IA servent ou finalement desservent, ceux qui les génèrent? On pense évidemment dans ce contexte-là aux partis politiques. Quel a été le résultat? Alors, c'est toujours très difficile d'évaluer l'impact d'un poste en particulier sur le résultat d'une élection, donc je ne pourrais pas me prononcer directement là-dessus. Après, ce qu'on a remarqué, c'est que souvent, c'est des images qui sont faites pour illustrer des narratives politiques, potentiellement pour aller générer de l'angoisse, de la peur chez la personne qui va regarder cette image et parfois en fait on va aussi ça va permettre en fait d'exagérer des phénomènes ou tout simplement de les illustrer et bon le pouvoir du visuel est quand même relativement fort hein, pour l'impact que ça a sur chez les personnes qui le voient, même potentiellement un impact inconscient. C'est assez dur à estimer. On peut imaginer, par exemple, même le deepfake d'un homme politique qui dit quelque chose, même s'il ne l'a pas dit, et même si on dit après que c'était quelque chose de faux, ça a quand même un impact. Ça reste cette image de la personne qui dit la chose fausse ou qui dit une ânerie, reste. En fait, ça me rappelle une anecdote politique qui date c'est quelque chose qui s'était passé en Angleterre, je crois dans les années 90 ou quoi, d'un politicien qui avait en fait lancé une rumeur comme quoi son opposant politique aurait eu des rapports sexuels avec un cochon. Et en fait, évidemment, c'était quelque chose de faux. Tout le monde savait que c'était enfin, assez vite, tout le monde a su que c'était faux. Mais en fait, ce qu'a dit la personne, c'est il s'en fichait. Juste ce qu'il voulait faire, c'était de mettre l'image dans la tête des gens de l'opposant ayant un rapport sexuel avec, avec un porc ou un cochon. Et ça suffit pour avoir de l'impact, en fait. Donc, c'est là qu'on se rend compte aussi du potentiel. Et puis d'ailleurs, les réalisateurs de la série Black Mirror se sont chargés de mettre ça en image dans un de leurs épisodes en mettant ça dans la balance pour un chantage politique. On vous mettra la référence de l'épisode dans les notes. Sur cette question de la responsabilité. Donc, on a parlé de la responsabilité des plateformes qui devraient pouvoir identifier ça. Est-ce qu'à votre avis, ça doit passer dans un contexte de campagne électorale et donc d'élection par une législation, par une régulation qui interdit aux partis politiques d'utiliser des images générées par l'IA? Parce qu'il y a effectivement ce côté inquiétant en disant c'est très facile de créer de fausses images pour tenter de convaincre l'électorat d'une position, d'un récit politique, mais on peut aussi légitimement se dire que l'IA peut être bénéfique lorsqu'on mène des campagnes électorales pour organiser des campagnes, pour créer des visuels qui ne sont pas faux et qu'il y a une certaine, comme pour le reste de la société, accélération du travail et donc un bénéfice de productivité à obtenir de l'IA. Donc est-ce que c'est une piste pour vous qui serait un peu jusque-boutiste de légiférer en disant non, on n'a pas le droit d'utiliser des contenus produits par l'IA générative quand on est un parti politique et qu'on fait campagne, ou est-ce qu'on doit s'abstenir de réguler sur cette question-là? Oui, alors là, on touche presque à la déontologie politique qui, je pense, bon, est-ce qu'il faut passer par la régulation ou est-ce qu'on peut laisser quelque part les électeurs et les partis juger, enfin plutôt les partis juger de qu'est-ce qui va être à leur intérêt et les électeurs ensuite d'en juger. Euh, Je ne sais pas, parce qu'après, ça touche aussi à des questions presque de liberté d'expression. Ici, on est en train de dire quelque part qu'on veut brider le discours politique en empêchant d'utiliser certaines technologies euh, pour le développer.
Donc je ne sais pas si c'est nécessairement ça la solution. Euh, après, il y a aussi il y a des questions de diffamation. On ne peut pas dire non, c'est tout et n'importe quoi. On ne peut pas dire. Il faut que le droit trouve le bon angle. Quelque part, c'est peut-être au-delà de mes compétences de savoir quelle serait la méthode la plus efficace. Mais au-delà de ces questions de régulation, on laissera le législateur se pencher sur cette question-là et voir si l'arsenal existe déjà et peut être employé ou s'il faut en créer un nouveau. La question que j'aimerais vous poser, c'est plutôt sur les prochaines campagnes électorales, sur le niveau de risque ou d'inquiétude que vous avez, ou votre optimisme, qui sait, sur les prochaines campagnes, au fur et à mesure que l'IA s'installera dans la société comme quelque chose que tout le monde utilise. Est-ce que vous voyez l'IA, qu'elle soit générative ou non, comme un risque pour les prochaines campagnes, au sens de la dépossession de l'élection pour le citoyen? Alors moi, le risque qui m'inquiète le plus quelque part, ça va être on peut imaginer un Cambridge Analytica sous stéroïdes x10 en fait, avec en fait des robots qui essayent de convaincre individuellement chaque électeur en leur faisant entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. Donc, si on se rappelle de quel était le fondement de Cambridge Analytica, de ce scandale qui avait éclaté pendant les élections de 2016 aux États-Unis, où en fait on avait Facebook qui avait été utilisé pour en fait déposer de la publicité politique ciblée et profilée par rapport au profil psychologique des utilisateurs qui avait été extrait à travers un petit jeu en ligne. Et du coup, en fait, les utilisateurs recevaient de la publicité politique ciblée par rapport à leur profil psychologique. Et ça, en fait, c'est quelque part un changement de paradigme total dans la distribution de discours politique, parce que c'est-à-dire qu'on peut commencer à faire entendre aux gens, non seulement ce qu'ils ont envie d'entendre, ça, quelque part, c'est quelque chose qu'on pouvait déjà voir avec des gens qui ne disaient pas les mêmes messages dans différentes campagnes quand ils allaient, enfin, dans différentes régions quand ils étaient en campagne. Mais là, on peut aller beaucoup plus loin dans la personnalisation du message. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'avec l'IA générative, on pourrait imaginer que aujourd'hui, je vais programmer un agent ou un petit bot qui va aller lire le profil public sur X, LinkedIn et Facebook de quelqu'un, lui demander: «OK, maintenant essaye de comprendre tous les centres d'intérêt de cette personne, les choses qui le touchent, les choses qui l'intéressent, les choses qui vont le passionner», et va aller lui faire un message politique personnalisé pour essayer de le convaincre d'aller voter pour telle personne ou de pas aller voter. Et si maintenant en fait, aujourd'hui, on a les capacités technologiques d'automatiser ça à l'échelle, et des acteurs motivés pourraient déployer comme ça des armées entières de robots qui auraient pour le but, en fait, de convaincre les gens, mais de manière pas extrêmement légitime, il me semble. Justement, je voulais évoquer la question des citoyens, du grand public et des publics en général. Hem, finalement, quelle serait la méthode, les méthodes, pour essayer de pallier tous ces faux contenus? Est-ce que ça tient à l'éducation aux médias, à l'information, à fonder l'esprit critique, y compris, des plus jeunes? C'est toujours compliqué de trouver des solutions à ces grands problèmes, mais pour moi, c'est toujours une des premières solutions que je mentionne. Je pense que c'est clairement une des plus importantes, et c'est absolument essentiel aujourd'hui que les jeunes soient formés, voilà, à comprendre comment fonctionnent ces technologies pour que ce soit pas juste un grand mystère, enfin, ou une espèce de magie noire, et puis aussi pour pouvoir, voilà, être capable de discerner quand on parle les signes, quand on parle à un robot, quand on parle à un humain, quelles sont les différences, quelles sont, voilà, de l'esprit critique, enfin, être conscient de toutes ces choses-là. Je pense que c'est aujourd'hui sans doute une éducation qui doit évoluer, parce que les codes changent tellement vite que c'est vrai que le programme d'éducation aux médias d'il y a 10 ans, il doit sans doute plus être nécessairement d'actualité. Donc ça doit être quelque chose aussi de compliqué à garder à jour, mais je pense que c'est en effet critique.
Merci beaucoup Marc Fadoul d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et puis de nous donner aussi quelques perspectives sur les utilisations de l'intelligence artificielle, qu'elle soit générative ou non, par les partis politiques, les candidats et puis évidemment aussi la manière dont on peut s'en prémunir lorsqu'on est citoyen, que ce soit avec l'aide des plateformes ou non. Un grand merci et excellente journée à vous. Merci. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Odile, le podcast, sur toutes vos plateformes de podcast favorites. Et retrouvez toutes les actualités d'Odile sur le site odile.org, odil.org et sur X Odile Plateforme.